Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le thème des systèmes automatisés. Même s'ils ne sont pas toujours indispensables pour faciliter nos tâches de tous les jours, ils en améliorent grandement la qualité. Mais au fait, comment ça marche un système automatisé? Tout d'abord, il faut qu'il soit alimenté. L'opérateur appuie sur la télécommande ou sur un bouton du pupitre. Ensuite, l'information est envoyée à un ordinateur, puis répercutée vers les actionneurs, qui peuvent être des lampes, des haut-parleurs, des appareils de chauffage ou d'autres systèmes plus complexes comprenant par exemple un moteur, un vérin. Prenons quelques exemples. La machine à laver le linge qui nous permet de nettoyer nos vêtements par exemple, sans que cela devienne une véritable corvée. Le four et le four à micro-ondes pour chauffer ou réchauffer nos plats. Le robot cuiseur pour nous aider à préparer des repas. Avoir accès à un certain nombre de recettes intégrées ou en ligne. Peser nos aliments, les mélanger et enfin choisir le mode de cuisson. L'aspirateur autonome qui permet soit à partir de la télécommande ou de manière automatique d'effectuer le nettoyage de la maison. Après un apprentissage des différentes pièces, il suit généralement le même parcours, il enregistre. Sa faible épaisseur lui permet de passer sous les meubles. Des détecteurs lui évitent de tomber dans les escaliers et lorsqu'il en a besoin, il revient tout seul à sa base de recharge. Le système automatique de l'éclairage des marches d'escalier permet de s'affranchir de l'utilisation des interrupteurs, mais a aussi un rôle essentiel de sécurité. Il permet aux usagers, que ce soit en montant ou en descendant, de voir chacune des marches s'éclairer pendant un certain temps, puis s'éteindre. Le dernier des exemples que je vous donnerai parmi les innombrables possibilités en matière de système automatisé à la maison est le portail automatique. Par un appui sur la télécommande ou à l'aide d'un récepteur RFID à l'intérieur de la voiture, récepteur RFID, ça veut dire identification par radiofréquence, permet d'ouvrir ou de fermer le portail de manière automatique. Dans l'industrie, les systèmes automatisés sont tout aussi indispensables et ils effectuent les tâches les plus ingrates, répétitives ou dangereuses. Parfois, ils sont d'une telle rapidité et d'une telle précision qu'ils réalisent des opérations que l'être humain n'arrive pas à faire. Dans une chaîne de montage automobile, les soudures sur les véhicules, par exemple, sont faites par des robots. Il en va de même pour la peinture de la carrosserie. Enfin, voici un ensemble de palettisation de briques de jus de fruits, de l'emballage jusqu'au quai de chargement. On voit maintenant le bras manipulateur déposer la dernière ligne du 3e étage de chargement. À ce moment, on pose un intercalaire, c'est une grande feuille plus ou moins plastifiée qui sépare les différentes couches, et on va pouvoir commencer à entreposer sur la 4e couche. La première, la 2e et dernière rangée de la 4e couche. La palette est enfin complète. On va donc venir apporter une nouvelle palette vide grâce à un distributeur. Et le cycle recommence. Ici, notre palette passe devant une étiqueteuse.
puis va partir par une navette automatique vers les lieux de chargement. Voyons maintenant une présentation de Gaspard et Antonin de la société Innovation Détective. Dans le début de leur présentation, Gaspard et Antonin nous disent qu'un robot est un travailleur artificiel, c'est-à-dire un appareil automatique capable d'effectuer les mêmes tâches qu'un être humain, tâches qu'il aura apprises. Ils nous feront ensuite un rapide historique de l'évolution de ces machines, dans lequel nous pouvons nous apercevoir que notre représentation dans notre inconscient collectif fait que nous avions associé robots à des machines d'apparence humaine, des androïdes ou des humanoïdes. Ils nous donneront ensuite d'autres exemples d'utilisation dans l'industrie avec des précisions quant à l'intégration des machines automatisées dans les différents secteurs d'activité, industriels, médicales, etc., sans oublier l'importance de l'évolution de l'interface homme-machine, comment l'homme dialogue avec la machine. En conclusion, ils nous parleront de l'évolution même de ce concept, à savoir l'intégration des systèmes automatisés dans notre société. Les robots occupent depuis longtemps une grande place dans notre imaginaire collectif. Ils ont d'ailleurs été représentés sous des formes très diverses à travers de nombreux livres, films et dessins animés, qui ont ensuite servi d'inspiration à bien d'autres œuvres culturelles. Selon le dictionnaire Larousse, un robot est un appareil automatique capable de manipuler des objets, effectuer des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Mais c'est une définition un peu vague. Alors, pour mieux cerner le sujet, nous nous sommes intéressés à l'origine du mot robot. Ce terme vient du slave robota qui désignait les serfs de l'époque féodale soumis à un travail forcé. Et c'est dans les années 20 qu'il est entré dans notre dictionnaire grâce à l'auteur tchèque Karel Čapek et à sa pièce de théâtre Rossum's Universal Robots. Il désignait de la sorte des automates humanoïdes agissant comme des serviteurs artificiels dénués d'âme. On peut donc dire qu'un robot, c'est un travailleur artificiel, un appareil automatique capable d'effectuer les mêmes tâches qu'un être humain. Cela dit, l'idée d'avoir des serviteurs mécaniques est un très vieux rêve qui remonte au moins à l'Antiquité. Dans l'Iliade, le poète Homère chantait déjà qu'Héphaïstos, le dieu des forges et des artisans, avait insufflé la vie à 2 statues de femmes moulées dans l'or, les Kura et Chrysai. Ça ne vous évoque rien? Sinon, le premier robot programmable et à commande numérique, l'Unimate, ne fut inventé qu'en 1954 par le Britannique George Devol. Et c'est ce robot qui est à la base de la robotique industrielle moderne. En 1960, l'américain General Motors fut le premier à installer ces robots dans ses usines. Ils servaient alors à manipuler des pièces métalliques sortant des moules, et donc encore brûlantes. 3 ans plus tard, de l'autre côté du Pacifique, c'est le premier robot palettiseur qui fut commercialisé par la compagnie Fuji Yosuki Kogyo, qui depuis est devenue l'entreprise Subaru. Et comme son nom l'indique, ce robot servait à disposer des produits sur des palettes. En 1973, en Allemagne, KUKA déposa un brevet pour un bras robot à 6 axes. Et c'est ce type de robot qui va se développer dans les chaînes de production industrielles. Ainsi, ce sont ces bras robotisés qui ont assemblé vos voitures, créé les microprocesseurs de vos ordinateurs, ou encore fabriqué vos bouteilles de vin. Mais entre-temps, d'autres types de robots sont apparus. Ils sont sortis des chaînes de production industrielles et se sont mis à se déplacer comme de vrais êtres vivants. D'ailleurs, depuis 1993, une compétition nommée la RoboCup se tient chaque année afin d'éprouver les modèles les plus perfectionnés et tester leur capacité motrice. À l'image des robots japonais Aibo et Asimo, ou encore du petit Frenchie Nao, ils s'affrontent dans des compétitions de foot absolument endiablées. Admirez donc ce magnifique jeu de jambes. Pourquoi est-ce qu'on vous parle des robots comme d'une nouvelle innovation alors que ça fait presque 50 ans que ces machines travaillent pour nous? Parce que les robots sont en train de connaître une évolution qui va leur permettre de s'adapter et de s'intégrer aux environnements humains. Auparavant, ces machines n'étaient présentes que dans les industries à haute valeur ajoutée, afin de pouvoir recouvrir les dépenses qu'elles engendraient. De plus, elles n'étaient pas intégrées aux installations existantes. Des usines entières devaient être construites autour de ces robots. Et oui, les industriels ne pouvaient mettre en place des chaînes de production avec des process partiellement robotisés. Cela aurait été bien trop dangereux pour les travailleurs humains. Les robots étant sourds et aveugles, ils les auraient transformés en bouillie, sans même s'en rendre compte. Et ceci est justement sur le point de changer. Pour comprendre cela, voyons comment fonctionne un robot. Un robot peut être aussi bien fixe ou mobile. Il dispose d'au moins un bras muni d'organes de préhension, comme des pinces, des aimants, des ventouses, des actionneurs qui peuvent être hydrauliques, électriques ou pneumatiques,
et surtout une multitude de capteurs reliés à un ordinateur. C'est d'ailleurs la nature de ces deux types d'organes qui permet de distinguer les robots simples des robots intelligents. Les robots simples sont des automatismes séquentiels qui répètent sans cesse les mêmes tâches. Ils sont donc réglés comme des coucous suisses. Coucou! Par contre, les robots intelligents sont capables de prendre des décisions en fonction de leur état ou de leur environnement. Ils sont dotés de capteurs bien plus évolués et ont une grande capacité de traitement d'informations. Ils peuvent ainsi reconnaître des formes ou des sons et donc adapter leurs actions en conséquence. Grâce à l'amélioration et à la baisse des prix des capteurs et des processeurs, les robots intelligents ont commencé, depuis quelques années, à se développer. Et vous l'avez compris, ce sont eux qui pourraient venir travailler aux côtés des humains sans risquer de les blesser. L'ère des robots collaboratifs ou cobots est sur le point de commencer. Mais qui tire les ficelles de ces marionnettes high-tech ? Il faut savoir que le secteur de la robotique est assez particulier puisqu'on ne trouve pas vraiment d'entreprises assez concentrées pour fournir en robots tout un secteur dans son intégralité. Elles construisent plutôt des robots qui effectuent des tâches bien définies pour répondre aux besoins de domaines d'activité parfois très éloignés. Des entreprises comme KUKA, ABB, Kawasaki ou Rethink Robotics développent ainsi des bras mécanisés qui jouent le rôle d'ouvriers ou d'assistants. Ces robots sont utilisés dans l'industrie bien sûr, mais aussi dans l'artisanat, l'agriculture et même dans le monde médical. Ils peuvent par exemple intervenir dans des environnements à risque comme les centrales nucléaires, mais aussi manipuler des objets lourds comme des capots de voiture, ou encore réaliser des gestes qui demandent une grande précision, comme traire une vache sans la blesser et même manier des instruments chirurgicaux lors d'une opération. Contrairement à ces robots qui sont plutôt fixes, il en existe d'autres qui sont mobiles et qui servent à réaliser des corvées. Des grosses entreprises d'électroménager comme Dyson, Seb ou Bosch, mais d'autres plus petites comme iRobot ou Tasky ont réalisé une multitude de robots de nettoyage qui servent dans les maisons, dans les bureaux, dans les halls ou même dans les piscines. D'autres compagnies construisent aussi des robots qui servent à transporter des charges. Cela peut être des objets très légers comme des médicaments pour le robot Hospi de Panasonic, mais aussi d'autres bien plus lourds comme du matériel militaire en ce qui concerne le Boderob du français Effidence ainsi que le Big Dog de Boston Dynamics. Sinon, dans nos vidéos sur les drones, on vous avait dit qu'Amazon cherchait à automatiser l'ensemble de sa chaîne logistique. Eh bien, figurez-vous qu'en 2012, le spécialiste du e-commerce a racheté Kiva Systems et ses robots transpalettes. Malin, non ? Parmi les robots mobiles, on en retrouve certains qui sont destinés à interagir avec les humains. Ce sont des robots sociaux. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les robots Nao et Pepper du français Aldebaran Robotics qui a récemment été racheté par le groupe japonais SoftBank. Et il y a aussi des mini-robots comme le Kirobot de Toyota, le Zenbo d'Asus, ainsi que le Petit Buddy de la startup Blue Frog Robotics. Ces robots ont souvent été destinés à servir de compagnons ou bien de partenaires de jeu. Mais hormis au Japon, ce type d'usage ne s'est pas encore vraiment développé. En revanche, il commence petit à petit à être utilisé pour donner des renseignements, des conseils et accompagner une personne à un endroit particulier. Et certaines banques s'en servent dans leurs agences pour accueillir leurs clients. Et idem pour certains musées et centres commerciaux qui en placent dans leurs galeries. D'autres entreprises s'en servent aussi dans leurs bureaux pour guider les visiteurs et les employés. Assez récemment, c'est la SNCF qui a décidé d'embarquer le robot Buddy à bord de certains trains. Mais à votre avis, comment est-ce que ces robots font pour parler avec les humains ? Eh bien parce qu'une partie de leur programme est un chatbot. Dans notre dernière enquête, on vous avait dit que les chatbots pouvaient être utilisés sur n'importe quel support informatique. Chatbot plus robot, c'est un combo gagnant. À l'heure actuelle, les robots fraîchement construits n'ont donc pas vocation à travailler dans un type d'entreprise en particulier, mais plutôt d'effectuer un certain panel de tâches. Ainsi, lorsqu'une entreprise acquiert un robot auprès d'un constructeur, elle n'a fait que la moitié du chemin avant de pouvoir l'utiliser. En effet, elle doit aussi avoir recours à une personne compétente pour programmer le robot afin qu'il puisse évoluer dans son secteur à elle. Un robot qui sert à découper de l'acier ne doit bien sûr pas fonctionner de la même façon qu'un robot qui aide à faire des chirurgies cérébrales. Mais ce n'est pas tout, le programme de ce robot doit aussi être tutoré pour agir de façon optimale. Un robot accueillant des clients dans une banque a des fonctionnalités assez similaires à celui qui guide des voyageurs dans une gare. Par contre, les environnements dans lesquels ils évoluent sont très différents. Sur le plan physique, la configuration des lieux et leur niveau de fréquentation ne sont pas les mêmes. Sur le plan virtuel, les systèmes d'information auxquels ils sont rattachés n'ont pas la même dimension, ni la même organisation, ou les mêmes exigences en matière de sécurité. Depuis 60 ans, la robotique a relevé de nombreux défis en matière de construction d'appareils et de programmation de logiciels. Mais la robotique, c'est aussi une affaire d'ingénierie des systèmes, c'est-à-dire de prise en compte d'un contexte et de ses enjeux. Ainsi, c'est grâce aux récents progrès dans ce domaine que les robots vont pouvoir continuer à se répandre dans la sphère professionnelle. Mais pour qu'ils arrivent massivement dans celle des particuliers, le plus dur reste encore à faire. Voilà qui clôture la présentation générale des systèmes automatisés. Dans un prochain épisode, après avoir vu rapidement les capteurs et les actionneurs, nous tenterons de répondre à la question suivante.
un système automatisé, comment ça marche. À bientôt, au revoir.